Bonsoir, mesdames et messieurs. Malheureusement, je ne parle pas votre belle langue, ce qui m'oblige de parler en français. Je remercie la traductrice qui va essayer de vous faire comprendre ce que j'essaie de vous dire. L'exposition que Carmen Jiménez a organisée au Prado est exceptionnelle. Si on connaît bien Giacometti, on voit les grands problèmes qu'on peut aussi avoir quand on montre des sculptures modernes dans un musée consacré à l'art baroque, de la Renaissance, du XVIIIe, etc. Mais je trouve qu'il y a des éléments magnifiques dans cette exposition et elle a beaucoup lutté pour obtenir les prêts des œuvres qu'elle vous montre. Ce n'est pas facile, je vous l'assure, parce que les musées ne veulent pas prêter de telles pièces, mais Carmen sait très bien convaincre les collègues. Elle a réussi à faire une exposition vraiment exceptionnelle. Je vais suivre avec vous la vie de Giacometti en vous montrant uniquement, ou presque uniquement, des œuvres qui se trouvent dans la collection de la Fondation Giacometti en Suisse. C'est la plus grande collection muséale de ces œuvres. Et permettez que je vous parle une seconde de cette fondation. Ce qui est important, c'est que cette fondation a été créée du vivant de l'artiste. Alberto Giacometti a lui-même offert certaines œuvres à la fin de sa vie à cette fondation qui s'est établie au musée de Zurich. C'est un des plus grands musées d'art de Suisse. Le musée s'appelle le Kunsthaus. Vous ne connaissez pas, je pense. Si un jour vous venez à Zurich, il faut que vous veniez voir ce musée. Je vais vous parler plusieurs fois du terme de la perception. Ce qui est très important pour comprendre Giacometti, c'est qu'il ne veut pas nous montrer à quoi ressemble un homme ou une femme ou un chat ou un chien. Ce qu'il veut nous montrer, c'est comment il perçoit un homme, une femme, un chien, un chat. Ça, c'est la grande différence. Au fond, c'est un processus intérieur qu'il veut nous montrer, la perception du monde. Il a travaillé toute sa vie à réaliser ça, et il faut que vous sachiez qu'il n'a jamais été content de ce qu'il faisait. Il a toujours dit « je ne peux que échouer ». Mais il s'est dit « je vais continuer, et peut-être que demain, j'aurai un résultat qui sera déjà meilleur ». Ici, il est un peu l'élève de Paul Cézanne, le grand peintre français qui parlait aussi de ce problème. Commençons avec un dessin du début. Un dessin d'un garçon de 13 ans. Vous voyez un dessin où Alberto Giacometti a dessiné les portraits de grands peintres français du 19e, dont justement Paul Cézanne, Renoir, Pissarro. Le père d'Alberto Giacometti était un grand artiste, un grand peintre, Giovanni Giacometti. C'est un des peintres les plus importants en Suisse au tournant du 19e au 20e siècle. Et c'est lui qui a aussi formé son fils, c'est lui qui lui a appris à peindre. Et Giovanni Giacometti laissait ses enfants venir dans son atelier et ils pouvaient tout utiliser. Il y avait par exemple aussi de la terre à modeler, et bien les enfants faisaient ce qu'ils voulaient avec. C'est comme ça que Alberto, un jour, a commencé à modeler et s'est passionné pour ce travail. Je vous montre une sculpture, sa première sculpture qu'il a faite à 13 ans. C'est une petite sculpture, grande comme ça, qui montre son frère Diego. Diego a été plus tard son assistant, il a suivi toute sa vie, et Diego était un ami aussi pour lui, qui a travaillé pour lui et avec lui pendant des décennies. Diego avait obtenu son nom d'après le grand peintre espagnol Diego Velázquez, parce que Giovanni Giacometti, le père d'Alberto Diego, admirait beaucoup Velázquez. Et nous allons souvent voir Diego. Plusieurs œuvres que je vais vous montrer montrent le frère d'Alberto. Diego avait beaucoup de patience. On ne pouvait pas bouger. Il fallait toujours être très tranquille pendant que Alberto essayait de faire le portrait. Je vais vous montrer plusieurs dessins aussi qui montrent Alberto qui copie des œuvres d'anciens maîtres. Il faut que vous sachiez qu'au début, et souvent dans sa vie, Alberto a utilisé des livres d'histoire de l'art. Dans ces livres, on voyait des reproductions de grands tableaux, de grandes sculptures de la tradition,
et Alberto dessinait d'après ces livres que son père avait dans sa bibliothèque. Et souvent même, il dessinait directement dans les livres. Un premier dessin montre une copie d'après un tableau de Mantegna. Ici, Alberto a 15 ans, 16 ans peut-être. Il s'intéresse beaucoup à cette crucifixion. Ce qui est intéressant, c'est qu'il montre surtout le groupe des personnages qui sont rassemblés au pied de la croix. On voit aussi le corps du Christ qui est descendu de la croix, mais il ne peint pas toute la structure. Il essaie de rendre avec des lignes cette composition. Il étudie tout en évitant de compléter entièrement ce dessin. Une autre copie, d'après le peintre flamand Jos van Cleve. Nous sommes ici en 1915, là aussi, là, il a 14 ans. C'est encore un peu dur, c'est encore un peu métallique, mais on voit quand même comme il essaie de s'emparer cette façon de penser, cette façon de composer les anciens maîtres. Giacometti a dit parfois que pour lui, au fond, il y avait comme une synchronicité. L'art qui avait été fait à l'époque des Égyptiens, l'art qu'il faisait lui, l'art dans Dürer, dans Goya, au fond, ça avait tout lieu en même temps. C'est une sorte de synchronicité typique pour un grand artiste. Il y a au fond seulement le moment de la perception, et dans ce moment, tout est là en même temps, et dans sa tête surtout. Et maintenant, regardez comme ce jeune peintre, ce jeune dessinateur, qui ne sait pas encore qu'il devient un artiste, mais qui commence à sentir qu'il a certains dons que pas tout le monde a. Il copie des dessins de grands artistes, comme s'il voulait dire, qui sait, peut-être un jour je serai comme eux. Au milieu, vous voyez un dessin d'après le célèbre autoportrait de Dürer à la ancienne Pinakothek à Munich, en Allemagne, et puis à gauche et à droite, deux fois, une œuvre où Michel-Ange s'est représenté lui-même. Alors il commence à s'intéresser aussi à la figure du grand artiste et regarder les yeux de ces artistes qu'il dessine et qui le regardent. Maintenant, je vous montre un personnage extrêmement important pour ce jeune artiste. Le père de Alberto, Giovanni, est important pour lui aussi. Il est mort très jeune, au fond quand Alberto n'avait que 32 ans. Mais la mère d'Alberto, qui s'appelait Annetta, est seulement morte 3 ans avant sa mort. Et durant toute sa vie, ça a été une personne d'une énorme importance pour ce jeune artiste. Voici un très beau dessin de 1918, Alberto avait 17 ans, qui montre sa mère. Là, on voit déjà quand même une présence d'un regard artistique qui a déjà évolué. Et on a l'impression qu'il est vraiment déjà à la hauteur de sa tâche, avec un dessin vraiment très convaincant. Il réussit à montrer le visage de sa mère et les yeux qui nous fixent. C'était une très forte personnalité. Parfois, elle se moquait de lui. Elle lui disait « Écoute, avec les couleurs, tu n'y arrives pas. Ton père était très fort, mais toi, les couleurs, c'est nul. » Et parfois, quand il allait monter une exposition, elle venait aussi, puis c'est elle qui disait où il fallait mettre les sculptures. Pas toujours, mais quelquefois, c'est arrivé. Il faut que vous sachiez qu'Alberto Giacometti est né dans une petite vallée méridionale en Suisse où on parle italien. C'est dans le canton des Grisons. Mais il a passé la plus grande partie de sa vie artistique à Paris. Et la plus grande partie aussi dans un tout petit atelier dans le quartier de Montparnasse, vraiment un endroit complètement minable. Et même quand plus tard il était devenu riche, il avait beaucoup d'argent, il ne voulait jamais quitter cet atelier. Pour lui, ce n'était pas important l'argent. Il voulait pouvoir travailler et réaliser sa vision artistique. C'est impressionnant comme démarche. Continuons. Un très joli dessin de 1918 montre Bruno. C'est un autre frère d'Alberto. Ils étaient 4 enfants. Et ce qui est assez intéressant ici, c'est qu'on voit la tête de son frère, au fond, comme s'il s'agissait d'une sculpture. Regardez le bras qui est coupé au bord. Au fond, comme si c'était une sculpture et que le bras faisait partie, la main faisait partie de la tête. Bruno Giacometti est décédé en 2002, il avait
il avait 105 ans et il a beaucoup donné d'œuvres à la Stiftung, à la fondation dont je vous ai parlé, et au Kunsthaus de Zurich. Et durant toute sa vie, il s'est beaucoup occupé de l'œuvre de son frère. Et maintenant, nous avons vu avant Dürer, nous avons vu Michelangelo, nous avons vu aussi Alberto Giacometti, mais maintenant je vous montre un autoportrait où il se montre déjà lui-même, à l'âge de 17 ans, comme une grande personnalité, comme un visionnaire, comme quelqu'un qui est déjà devenu artiste. On voit une grande fierté dans ce dessin. C'est un dessin qui est aussi très classique, on le voit, avec son outil à la main. On voit déjà tout le regard très net, très exact, très en focus de ce jeune artiste, avec sa célèbre tignasse, ses cheveux en boucle qu'il a gardés jusqu'à la fin de sa vie. Ici, nous retrouvons Diego, en 1920. Alberto avait 19 ans. La peinture montre encore les couleurs qu'utilisait son père. Son père était un grand coloriste qui savait très bien faire un travail d'après les couleurs. C'était un peu un artiste, un peu fauviste, si on veut. Et plus tard, Alberto va aller dans le gris. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles il a beaucoup admiré Velázquez, parce que chez Velázquez, comme vous le savez, le gris, l'argenté, joue un rôle très très important. Maintenant, le jeune Alberto Giacometti part en Italie en 1920 à la rencontre des grands artistes du passé. Il va à Venise où il rencontre les œuvres de Tintoretto, dont vous avez ici au Prado des œuvres absolument magnifiques, des chefs-d'œuvre. Nous savons qu'à Venise, il a voulu voir chaque tableau de Tintoretto. Il a fait le tour de Venise. Et après, il quitte Venise, il va à Padova, et puis il va à la Cappella degli Scrovegni à Padova, et là il découvre Giotto. Et tout à coup il se dit, oh non, zut, Giotto est encore plus grand que Tintoretto. Mais je veux garder en moi la vision de Tintoretto. Ce sont des luttes intérieures d'un jeune artiste dont il nous parle qui sont assez passionnantes. Maintenant, regardez ici, c'est un autoportrait très important de ce jeune artiste, 1921. Il a déjà fait son voyage italien. Il a commencé à voir des sculptures égyptiennes. Et ici, nous savons que la tête que Alberto se donne lui-même est influencée fortement par des sculptures égyptiennes qui montrent le pharaon Akhenaton. C'est un pharaon qui au fond, qui en peut essayer de détruire tout ce grand imaginaire égyptien. Il voulait qu'il y ait plus seulement des images au fond de lui, le pharaon. Et le personnage l'a passionné de cet Akhenaton, et au fond, il a choisi ce pharaon pour approcher, si on veut, son propre visage du visage du pharaon, ce qui montre à quel point il avait l'impression que des choses importantes se passaient en lui. L'âge égyptien est absolument essentiel pour Alberto Giacometti. C'est un art qui évoque la figure humaine, le rapport entre le personnage et l'espace. C'est un des très beaux sujets de la présentation de Carmen Jiménez dans les magnifiques salles du Prado. Et aussi l'intention de cet art de conférer à l'individu un présent éternel, quelque chose qui dure, qui ne s'arrête pas. Et aussi la présence de l'être humain dans un style établi, clair et net. C'est aussi un dessin qu'on montre très peu à Zurich, qui est peu publié aussi, mais qui est magnifique. Nous trouvons des esquisses à gauche que Alberto a fait d'après des crucifixions qu'il a vues en Italie. À gauche, un motif d'après Cimabue, le grand maître du XIIIe siècle, et à droite, Tintoretto. Et de l'autre côté de la feuille, on voit un autoportrait de l'artiste. Et c'est typique pour Alberto de mélanger comme ça les visuels, de se montrer lui-même, si on veut, en face de la souffrance du Christ, de ces célèbres crucifixions italiennes. Il y a un petit détail qui est assez insolite. Si vous regardez, vous voyez qu'au pied de la croix, il y a une jambe humaine. Pensez à cette jambe monumentale que Carmen Jiménez a placée dans une salle avec des toiles de Zurbarán. Mais ça, ici, c'est une œuvre de jeunesse, bien sûr. Continuons encore un peu dans la ligne égyptienne. Alberto Giacometti a laissé beaucoup de plâtres originaux avec lesquels on a pu faire des sculptures.
Après sa mort, ces plâtres sont entrés dans la possession de sa veuve, Annette. Alberto un jour a dit « J'ai rien fait d'autre que d'aller de Annetta à Annette », en plaisantant. Sa mère, c'est Annetta, et sa femme, c'est Annette. Et ces deux plâtres, ces plâtres, dont il existe en grand nombre, environ 250, ont été répartis entre les deux fondations qui sont consacrées à l'artiste. Celle à Zurich, de laquelle je vous montre ses œuvres, et celle à Paris. Et ces plâtres sont très importants parce que beaucoup d'entre eux n'ont jamais été réalisés en bronze, et ces plâtres nous donnent vraiment des idées d'œuvres très très importantes. Ici, je vais vous parler de quelque chose de très important pour Giacometti. Il montre ici une fois de plus Diego dans un style très égyptien, très frontal, très pur, très symétrique. Et ce que nous savons, c'est que 2 fois, il a ajouté de la couleur rouge à ce plâtre, et 2 fois, il a enlevé presque entièrement cette couleur rougeâtre. Il a aussi gratté la surface du plâtre avec un canif, avec un couteau. Et nous estimons qu'il a voulu obtenir un effet comme si cette sculpture était très ancienne, si c'était elle-même une sculpture égyptienne, si vous voulez. Une démarche très intéressante pour un jeune artiste. À cette époque, il était à Paris, il a fait une formation, il est allé chez Bourdelle, il a essayé d'exposer, il a rencontré des artistes, il a trouvé beaucoup de contacts, il s'est fait des amis dans le monde des artistes, il a aussi trouvé plus tard des galeristes qui ont commencé à s'intéresser à lui. Il a trouvé justement ce petit atelier à la rue Hippolyte Mindron à Paris, où il a travaillé pour le reste de sa vie. Continuons dans la chronologie. Nous le retrouvons ici avec un style déjà beaucoup plus formé par l'Académie, en train de reprendre des figures peintes par Michelangelo dans la Capelle Sistine à Rome. Nous sommes en 25. Ici, il est encore en route dans les musées, au Louvre par exemple. D'un côté, à droite, nous voyons en dessin d'après une sculpture sumérienne, c'est-à-dire cette culture en Mésopotamie du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Et sur la même feuille, il montre en Christ roman. Là aussi, les styles, les périodes, les époques se mélangent. L'art moderne l'intéresse aussi, bien sûr. Il connaît très bien l'œuvre de Picasso, c'est évident, à Paris. Il s'intéresse à Lipchitz, à Laurence aussi. Et bien sûr aussi le talent exceptionnel de Henri Matisse ne lui échappe pas. Plus tard, le fils d'Henri Matisse, Pierre Matisse, sera son galeriste à New York. Vous voyez ici un très beau dessin qui montre à gauche une esquisse faite après une reproduction qu'il avait vue d'un autoportrait de Matisse qui se trouve au musée de Copenhague. Et à droite, à l'envers, un dessin d'après un tableau de André Derain, un autre grand artiste parisien qu'il a très bien connu, qui est devenu son ami. Alors vous voyez comme ce jeune artiste entre maintenant vraiment dans un monde, il connaît d'autres artistes, il se forme en dessinant d'après les anciens maîtres, d'après les artistes modernes. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à cette période-là, 1930, il est devenu surréaliste. C'est une période que je ne vais pas montrer dans cette conférence parce qu'elle n'a rien à faire au fond directement avec ce travail d'après les corps humains qui est le sujet de l'exposition de Carmen Jiménez. Mais sachez quand même que ça s'est passé comme ça. Alberto avait fait une sculpture étonnante avec une boule en plâtre qui flottait comme ça, accrochée en fil. Et il la montre dans une exposition. Et André Breton, le chef des surréalistes, et Salvador Dalí, le grand peintre espagnol, voient cette sculpture et disent à Alberto « Mais écoutez, vous êtes surréaliste, sans le savoir. Joignez-vous à notre groupe. » Et c'est comme ça qu'il est devenu surréaliste. 5 ans plus tard, les surréalistes le jettent dehors de leur groupe. Pourquoi ? Alberto avait fait ce qui était le pire pour les surréalistes. Il avait recommencé à travailler d'après la nature, à travailler d'après un être humain qui était en face de lui. Il ne pouvait plus y renoncer. Il voulait absolument retrouver ce travail d'après vraiment l'être humain présent. Après, suivaient des années où il était très seul. Il voyait beaucoup Picasso dans les années 30, qui était aussi un peu au bord du surréalisme, mais il était seul, il a dû vraiment travailler seul, passer un moment très dur aussi, pour enfin résoudre, après de nombreuses années, de nouveaux problèmes qui s'étaient posés à lui.
C'est durant cette période qu'il crée sa dernière œuvre surréaliste, elle s'appelle Le Cube. Et si vous regardez attentivement, vous allez voir qu'il y a sur la surface de cette sculpture, il y a des lignes gravées. Ces lignes montrent en partie en coin de l'atelier, elles montrent le cube lui-même et elles montrent aussi en visage. Cette sculpture est surréaliste, il l'a fait après la mort du père, c'est un peu une tombe pour le père aussi. Il disait que c'était une tête, que c'était sa tête. Regardez pourquoi. Voici un dessin qu'il fait en même temps, plus ou moins, et qui montre comme il avait essayé de placer son propre visage dans une structure presque aussi géométrique. Un moment d'isolement, un moment de solitude artistique, et les problèmes pour lui deviennent bientôt assez graves. Un jour, il se dit je vais prendre un modèle pour 2 ou 3 heures, pour reprendre un peu le travail d'après nature. Au fond, ces 2 ou 3 heures ont duré des années. Il n'a plus jamais arrêté de le faire. Et pendant des années à Zurich, à Paris, il travaille sur ces modèles en essayant de comprendre comment les représenter. Il le fait aussi quand il est à Stampa. Stampa, c'est le village natal dans le Val Bregaglia, dans le sud de la Suisse. Il y a de grandes montagnes et le petit village, tout le monde se connaît. Il y retournait très souvent pour rendre visite à sa mère, pour aller voir ses amis, mais chaque fois aussi il retournait à Paris car la vie parisienne pour lui était absolument essentielle. Voici une tête qu'il crée quand il est à Stampa, d'une jeune femme qui aidait sa mère à la maison. On voit ici déjà les premiers fruits de ce travail d'après nature qu'il reprend. C'est aussi une sculpture où il a gratté la surface, une sculpture qui commence avec de la terre. Après, de la terre, on fait en plâtre et normalement, après, on peut faire des bronzes. Mais les bronzes, c'est très très cher. Alors, il n'en fait pratiquement pas avant la Deuxième Guerre mondiale. Il y en a peut-être une dizaine qu'il peut faire grâce à l'aide d'un galeriste. Sinon, toutes les œuvres sont en plâtre. Et maintenant, je vais vous montrer son tableau le plus important avant la Deuxième Guerre mondiale. C'est un portrait de la mer qui date de 1937, qui est exceptionnel parce qu'il reprend déjà beaucoup d'éléments qui seront les siens après la guerre. C'est une œuvre remarquable. On a parlé ici d'une approche qui est un peu une approche qui est proche de la philosophie. La phénoménologie, c'est une branche de la philosophie, et on peut dire que le travail d'Alberto, même s'il n'allait pas puiser ça chez les philosophes directement, mais il était très intelligent, il lisait beaucoup, le travail, c'est de dire « je ne veux pas fixer l'extérieur d'une personne, de ma mère, sur mon tableau. Ce n'est pas ce que je veux, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je veux montrer l'image de cet extérieur dans la perception intérieure, dans ma perception de cette personne. Alors c'est un processus intérieur qui le passionne. Des images intérieures qui se trouvent en lui, c'est ça ce qu'il veut rendre. En faisant ça, il est dans un dilemme incroyable parce que un être humain change, le regard d'une personne peut changer. Alors comment essayer de faire une peinture qui se fait lentement de quelqu'un qui change sans arrêt? Et en plus, en essayant de représenter la perception intérieure qu'on a de cette personne. Ce n'est pas possible, il le disait lui-même, je ne peux que échouer. En principe, ici, on peut dire que ce travail avec ces images intérieures est encore lié quand même un peu au surréalisme, où ces artistes essayent de montrer des éléments qui ont lieu dans le subconscient, si on veut. La même année, en automne, grand drame, la sœur d'Alberto, qui s'appelait Ottilia, avait épousé un homme de Genève, qui s'appelait Berthoud, et elle meurt lors de la naissance de son premier enfant. Le jour de naissance de ce premier enfant est en même temps l'anniversaire d'Alberto. Alors, son anniversaire, il perd sa sœur, et c'est une histoire très triste qui l'a beaucoup marqué. Il a fait le dessin de sa sœur décédée, il en a fait plusieurs, et il a aussi fait beaucoup de petites sculptures d'après son neveu, Silvio, qui a grandi à Genève, chez sa mère,
et qu'Alberto a très bien connu, qu'il a beaucoup aimé. Mais c'était une grande perte pour toute la famille que Ottilia est décédée ce moment-là. C'est une rencontre avec la mort, comme il en avait déjà eu aussi avant. Et maintenant, nous entrons dans une matière très importante. Alberto se voit confronté à un problème artistique qui est vraiment menaçant. Il se dit, voilà là-bas une personne, à 30 mètres, 20 mètres devant moi. Cette personne, elle a cette grandeur. Comme vous, madame, vous avez cette grandeur. Alors ce qu'il fait maintenant, il commence à faire des sculptures qui ont cette grandeur. Il n'y a plus de changement d'échelle. C'est comme si, au fond, il voulait faire une image lointaine d'une figure qu'il avait vue, comme la figure de quelqu'un qui est assez proche pour la toucher. Alors pendant plusieurs années, il crée des sculptures grandes comme ça. Cette petite figure que vous voyez, elle a environ cette hauteur. Au musée, on peut uniquement les montrer sur de grandes vitrines parce que c'est tellement petit qu'au fond, on peut la mettre dans sa poche. Il fait un grand socle pour donner de l'espace à cette sculpture, mais il y a cette angoisse de voir que ces figures, comme il le dit, disparaissent dans l'espace. Pour un artiste, c'est terrifiant. Il étudie l'être humain, il étudie, au fond, comment se présente une personne dans l'espace, et tout à coup, cette personne devient de plus en plus petite. Et heureusement, il a trouvé un issue, mais ça a été pour lui une épreuve très très dure. C'est une période très difficile aussi, la guerre éclate, il était à Paris. En 1940, avec son frère Diego et la compagne de Diego, il quitte Paris vers le sud-ouest pour échapper aux Allemands. À l'entrée d'une ville, il y a tout à coup une attaque aérienne et il voit devant lui un bras d'un homme qui est comme ça déchiré du corps devant lui sur la route. Il a fait plus tard une sculpture qui montre ce bras isolé. Il se rend à Genève plus tard pour rendre visite à sa mère et à son neveu à la fin de l'année 1840, et après il n'a plus le droit de retourner en France. Il passe le reste de la Deuxième Guerre mondiale à Genève. Et c'est là qu'il voit cette exposition où on a montré les œuvres du Prado qui avaient été évacuées de l'Espagne à cause de la guerre. C'est là qu'il a vu certaines œuvres des grands maîtres espagnols que nous voyons ici et que nous admirons ici au Prado. Il fait la connaissance d'une jeune femme à Genève qui s'appelle Annette. Plus tard, il va l'épouser, ce sera sa femme. En 1945, il retourne à Paris. Il dit que son œuvre avait place dans une boîte à allumettes. C'était ironique, mais quand même, les œuvres étaient très très petites. Et à Paris, il retrouve son atelier. Son frère Diego était resté à Paris et s'était occupé de l'atelier. Il avait fait attention que rien ne se passait avec les œuvres. Et ce qui est important, c'est que pour Alberto, c'est l'œuvre que je vous montre maintenant. Une sculpture qui est encore réalisée en Suisse, dans la montagne, la région montagneuse où vivait sa famille. Et c'est une sculpture qui a cette grandeur environ. Et ce qui est passionnant, c'est que quand il l'a fait directement en plâtre, il découvre qu'il y a là un petit jouet, c'est une sorte de petite plateforme avec 4 petites roues. Il met la sculpture dessus, et chaque fois qu'il a l'impression que ce problème de la grandeur se représente, qu'il a l'impression maintenant ça ne va pas, cette sculpture elle va partir, il peut la faire aller en arrière sur ses roulottes, ses petites roues, et il peut la faire revenir vers lui. Et c'est comme ça qu'il réussit à sortir de ce piège, si on veut. Cette version-là n'a pas ces petites roues, mais c'est un plâtre qui a été fait d'après le plâtre original. C'est avec ça qu'il revient à Paris. Je vous montre encore ici un dessin qu'il a fait durant la période de la guerre. Ici, pour une fois, je peux vous montrer un dessin qui montre une œuvre du Prado. Ce dessin est une esquisse faite d'après un célèbre portrait de Dürer qui se trouve ici au Prado, qui montre un personnage que nous ne connaissons pas, une peinture de 1521. Il y a aussi sur ce dessin un autre portrait de Dürer. Ça, c'est une partie, un élément d'un portrait de Hans Holbein le Jeune. Et ici, nous avons une figure issue d'un tableau
d'un maître de la fin du Moyen-Âge en Suisse qui s'appelait Konrad Witz, dont il a admiré les œuvres dans la ville de Bâle, au musée. Je vous montre d'ailleurs un autre dessin d'après Konrad Witz. Alors, il faut savoir qu'Alberto vraiment était un artiste extrêmement formé. Il connaissait parfaitement le Louvre. Et vous savez, le Louvre, ça signifie aussi les œuvres de l'Antiquité, les objets d'art de différentes périodes. Et c'était vraiment un grand connaisseur de l'art de toutes les périodes, de toutes les écoles. Ici, à l'époque de la fin de la guerre, il dessine une composition de Poussin. Là, je ne suis pas sûr si vous auriez deviné. On voit quand même qu'il change énormément cette composition. Il montre en fait les lignes essentielles qui forment la composition, mais il ne montre pas les détails de chaque personnage que Poussin a peint. Ce qui l'intéresse, c'est le dynamisme de la composition, les lignes qui franchissent la composition, la structure des masses. C'est ça qu'il étudie en face du tableau de Poussin. 1946, Alberto relance ses découvertes. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est que peu après, il va devenir un artiste très connu, très célèbre. Ici, il fait une tête qui est assez intéressante. C'est une tête en plâtre. Elle n'est pas grande du tout. Elle a ça comme grandeur. Elle est faite directement en plâtre, ce qui signifie qu'il ne fait pas d'abord une version en terre qui peut être très lisse, très souple, très élégante. Il travaille directement le matériau du plâtre. Et ce qu'il a toujours fait, il prend un couteau, un canif, et il gratte la surface. Il y a un côté qui construit chez Giacometti, quand il travaille en bronze, avec le matériau souple du bronze, il y a un côté qui détruit. Quand avec le couteau, il attaque les plâtres qu'il a fait, et il transforme une fois de plus ses sculptures. Et ça, c'est une sculpture qui est très petite, mais en 1960, c'est comme si Alberto l'a refait en beaucoup plus grand. Et ce que vous voyez ici, c'est le plâtre original de la célèbre sculpture qui est exposée maintenant dans la salle des Meninas, qui montre Diego. C'est un plâtre qui en principe est blanc, mais pour faire la fonte, pour faire le bronze, il faut mettre une couche sur le plâtre. C'est un processus technique pour pouvoir faire le moulage. C'est pour ça que cette sculpture aujourd'hui est brune. Je reviens en arrière, vous voyez cette première idée d'une telle tête monumentale, mais encore tout petit, grand comme ça. Et après, 20 ans plus tard, la grande sculpture monumentale. Et maintenant, nous entrons dans un moment décisif d'Alberto. C'est une période très difficile pour lui, il a des rêves qui l'angoissent, il se voit confronté à la mort, il vit dans le petit atelier où il travaillait, où il vivait aussi, il y avait une autre chambre avec un concierge, et ce concierge est mort, et puis la nuit, Alberto passait à côté de la chambre de ce monsieur, et il le voit mort, étendu sur son lit, et il décrit dans un texte qui est très important ses angoisses en vivant ce moment de la présence de la mort. De l'autre côté, c'est le mouvement qui l'intéresse, le mouvement, la vie, le mouvement des gens dans la rue. Il se passionne pour ce qu'il voit dans les rues de Paris, les gens qui passent. Ça peut paraître banal, mais pour lui, le mouvement, c'est l'expression pure de la vie, de l'existence. Il commence à faire des dessins qu'il fait très rapidement, qui montrent des personnages qui sont souvent très très minces, qui deviennent de plus en plus minces. Et peu après, il réalisera ses premières sculptures de celles que vous voyez aussi en haut, ces sculptures très très minces, très connues d'Alberto Giacometti. On a dit de manière très intéressante que maintenant, les sculptures ne deviennent plus de plus en plus petites, mais elles deviennent de plus en plus minces. L'espace est toujours là, au fond, à dévorer ces sculptures, mais elles se maintiennent dans leur hauteur et elles peuvent se conserver. C'était une sculpture que Carmen Jiménez voulait absolument aussi montrer dans l'exposition, mais il fallait aussi qu'on garde quelques sculptures à Zurich parce qu'on ne pouvait pas tout donner. On a presque tout donné, mais pas tout. Et celle-là, elle est restée à Zurich. C'est le premier homme qui marche. Dans l'exposition, vous avez l'homme qui marche de 1960. Il marche comme ça. Tandis que celle-là, du début, elle est beaucoup plus sobre dans son mouvement. Elle est beaucoup plus égyptienne encore. Et maintenant, j'aimerais vous parler un moment de cette célèbre surface des sculptures de Giacometti. C'est assez intéressant parfois quand on voit des faux Giacometti.
Parce qu'on voit que les fausseurs, qui ne sont pas les artistes, ils ne comprennent pas du tout la structure de la surface de ces sculptures. Alors ils font un peu comme ça, puis ils ont l'impression que ça suffit. Mais pour Alberto, c'est extrêmement essentiel et important et difficile de créer cette surface. Vous voyez très bien à droite, il ne montre pas la surface d'un être humain. On ne voit pas la peau, on ne voit pas la poitrine, on ne voit pas les détails du corps. Il montre une surface qui est créée d'après le modelé qu'il fait dans la structure de terre sur laquelle il travaille. Et c'est une structure qui n'existe pas avant, une structure qui est absolument inédite. Si on la regarde attentivement, on voit qu'elle a une grande densité. Ces sculptures, d'en haut en bas, en suivant ces éléments de la surface, on comprend qu'on suit quelque chose de tout à fait différent que ce qui est la structure du corps d'un être humain. Le corps est là, les jambes sont là, les bras, le torse, la tête, l'apparition de cette figure, mais la surface est tout autre chose. Et cette surface nous mène dans un tout autre monde où nos yeux, sans arrêt, doivent se raccorder avec ce que nous voyons. C'est comme une deuxième couche, une deuxième dimension. Le grand philosophe Sartre, Jean-Paul Sartre, que Giacometti a très bien connu, il disait que quand on est éloigné d'une sculpture de Giacometti, on va aller tout près pour la voir dans ses détails. Mais quand on est tout près, on voit ça. Et qu'est-ce que c'est ça? On n'arrive pas à comprendre. Alors on est obligé de repartir en arrière pour de nouveau voir le tout en distance. Et Sartre a dit qu'il s'agissait d'une distance absolue, qu'on ne pouvait pas s'approcher de ces sculptures de Giacometti. Et ça, c'est une description qui est devenue célèbre, je trouve elle est très, très impressionnante. Et c'est très beau de voir ces sculptures ici, dans le musée du Prado, où vous avez les grands tableaux des anciens maîtres. Ces tableaux de ces maîtres qui avaient une maîtrise incroyable de leur art, qui avaient un style extrêmement soigné, qui savaient dessiner d'une manière miraculeuse, qui créaient des surfaces, des illusions parfaites. Si vous pensez à Velázquez qui s'y montrait une robe en soie, on a l'impression qu'on pourrait la toucher. Et justement, ce que Alberto peut nous apprendre, si on veut, si on regarde ces sculptures, on voit au fond son travail de perception. On voit que comme sur une deuxième étage, si on veut, dans une deuxième dimension, il essaye de rendre le travail de ses yeux qui essaye de comprendre ce personnage, qui essaye de créer ce personnage. Et ça, c'est quelque chose que l'artiste moderne fait. Les artistes des époques du XVIIe, du XVIe, du XVIIIe n'ont pas toujours fait. Peut-être que ça commence avec Van Gogh et Cézanne, ou peut-être avec Manet, si on veut. On le sait, Manet a énormément profité de Goya, de Velázquez, mais ce travail de montrer, si on veut, le processus de la perception, en créant aussi une structure qui est tellement complexe que nous devons nous-mêmes faire un travail de perception pour voir ce personnage. Si vous voyez un magnifique tableau ici au Prado qui montre la Vierge Marie, bien, si vous n'avez pas le temps, vous voyez c'est une très belle Vierge Marie, elle est enfant, elle est très très belle, elle est un peu triste, elle est très jeune, elle est belle. Voilà. Et après, vous allez voir le prochain tableau. Devant un tableau du XVIIe aussi, vous pourriez passer 10 minutes à le regarder, à étudier exactement comment l'artiste crée la présence de ce personnage. C'est un art incroyable. Mais avec Alberto, et c'est très beau de le voir au Prado pour cette raison, on peut voir ce que nous proposent les artistes modernes, qui veulent nous montrer ce qui se passe dans leur perception, si on veut. Voici une des femmes debout qui a été créée un an après. Une autre version se trouve ici au Prado en ce moment, dans une des salles de El Greco. Carmen s'est dit sans doute que chez El Greco aussi, il y a ces personnages très très minces, très étroits. Et elle a eu l'idée de mettre une sculpture de Giacometti en rapport à ces magnifiques peintures de El Greco. Chez El Greco, il y a cette nervosité, cette présence d'une psychologie aussi, d'un regard qui va vraiment au-delà de ce qui est normal, si on veut. Et peut-être que là, vous voyez aussi un rapprochement, ce qui me semble très intéressant. Maintenant, regardez. Ça, c'est une pièce magnifique que nous pouvons montrer au Kunsthaus de Zurich. C'est une version en plâtre d'une sculpture comme celle-là. Elle a dû être coupée en deux pour faire en bronze. Et si vous regardez ici la surface, vous avez vraiment encore l'empreinte directe du travail des mains de Giacometti. Car sachez qu'au début, il y a la terre. Là, on voit le plus, c'est le plus subtil.
Après, le plâtre, on voit encore beaucoup. Au niveau du bronze, on perd un peu quelque chose parce que pas tous les détails, pas les moindres détails de la structure du plâtre et de la terre peuvent être copiés en bronze, si on veut. Et là, c'est un magnifique plâtre qui traduit beaucoup d'éléments de ce travail de la main d'Alberto Giacometti. Maintenant, regardons encore un petit dessin, c'est un peu amusant aussi. Nous sommes maintenant ici, dans la fin des années 40. Alberto, maintenant, a deux galeristes. Il a un galeriste à Paris, c'est la galerie Mag, le plus important galeriste Émile Mag pour l'art moderne à Paris. Et il a un galeriste à New York qui est Pierre Matisse, le fils de Henri Matisse. Et tout à coup, les choses vont très vite. Matisse fait des expositions à Paris. Et Alberto, tout à coup, c'est l'artiste avec ses nouvelles sculptures qui passionne tout le monde. On a l'impression que c'est l'artiste qui traduit le mieux la présence de l'être humain après les années catastrophiques de la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce que c'était que l'image de l'être humain après la guerre mondiale, après Auschwitz, après ces destructions incroyables? Dubuffet, Jean Dubuffet, le peintre, Giacometti, peintre et sculpteur, ils ont su montrer une nouvelle image de l'être humain, et ceci dans une période où l'art abstrait s'impose en fait. En Amérique, vous avez Jackson Pollock, vous avez Mark Rothko. En France, vous avez de Stahl, vous avez Mathieu, les peintres de l'informel. Vous avez encore d'autres artistes de cette école. Et Alberto, il maintient l'image de l'être humain. Même nous le savons, c'est une vision intérieure de cet homme qui veut nous montrer. Il y a cette vision intérieure qui se matérialise dans ses sculptures avec cette surface inouïe, incroyable. Et tout à coup, Alberto devient célèbre, tout le monde veut montrer ses sculptures, les musées américains en achètent, aussi en Europe, on commence à en acheter, et il devient un artiste dont on parle beaucoup. Et si vous regardez cette sculpture qui est en haut à droite, c'est amusant parce qu'on a l'impression que ce monsieur qui est sur cet homme qui est sur cette plaque semble se promener vers cette architecture gothique. Il s'agit de l'homme qui marche sous la pluie, une sculpture très très fine qui est placée sur une sorte de structure qui peut aussi être en sarcophage, qui peut être en une tombe. Alors d'abord l'homme est vertical, il a un certain temps qu'on lui donne pour évoluer, pour vivre de là à là, et après il va ailleurs. C'est une sculpture qui ne parle pas seulement de l'homme sous la pluie, c'est une sculpture qui parle de l'existence si on veut. Maintenant, nous voyons une sculpture très importante, c'est le chariot. C'est une sculpture que nous montrons en ce moment ici au Prado. Elle est exposée en face du célèbre tableau qui montre Charles Quint, l'empereur des Habsbourg, à cheval à Mühlberg. Et il y a une petite histoire derrière. En 1938, Alberto se fait renverser par une voiture, il se casse le pied, il est à l'hôpital. Il y a toujours l'infirmière qui passe chaque jour avec une sorte de petit chariot à roues et qui amène les médicaments ou les soins. Et chaque fois, Alberto regarde ce petit chariot qui le passionne, et plus tard, il va créer des œuvres justement qui montrent aussi des figures sur des chars. Ici, c'est une magnifique figure d'une femme qui peut être une déesse, tellement elle a une présence hautaine magnifique, qui est placée sur une sorte de chariot à deux roues. C'est comme une figure d'une déesse qu'on amène dans une procession, et elle a vraiment une présence exceptionnelle. C'est une des sculptures les plus raffinées, les plus belles aussi d'Alberto, où il combine la présence de cette figure très très fine avec ces grandes roues, l'idée du mouvement, d'une sculpture de Dieu, de déesse, en mouvement devant nous. À côté de ce qui peut être presque la présence du divin, même si Alberto n'est pas religieux, il ressent très fortement la présence de cette énergie particulière. Il y a cette sculpture ici qui se trouve au musée de Zurich, qui est en bronze et peinte en plus. Vous voyez peut-être que les sculptures sont peintes en blanc et en noir, et ça c'est le bronze lui-même sans peinture. Ici, nous savons qu'Alberto a essayé de rendre une scène qu'il a vécue dans un bordel à Paris. C'était le bordel de Sphinx qui était connu à l'époque, qui a été fermé en 1940. Et plus tard, Alberto se rappelle une situation où il voyait des femmes nues assises au fond d'une salle dans ce bordel, et il voyait un parquet qui était luisant et l'espace qui le séparait de ces femmes.
Il avait l'impression que malgré son désir d'aller là-bas, il ne pouvait pas franchir cet espace. Cet espace était infranchissable. Et ces figures de l'autre côté de la femme, ces femmes, étaient elles aussi presque comme des femmes d'une autre dimension. Et c'est ainsi qu'il a plus tard rendu cette image. Les femmes sont debout ici, mais elles évoquent, selon lui, cette situation qu'il avait vécue au Sphinx à Paris. Les années 50, c'est une période où Alberto se passionne beaucoup pour le portrait. Il fait maintenant beaucoup de portraits d'après Diego. Il travaille beaucoup aussi sur la surface. Il travaille beaucoup sur l'œil, sur la présence du regard. Il disait qu'au fond, dans l'art ancien, les sculptures anciennes, c'était seulement les sculptures égyptiennes qui regardaient vraiment. Tandis que, par exemple, les sculptures romaines, il avait l'impression qu'elles étaient beaucoup moins présentes au sujet de cette vision. Ici, ce plâtre qu'il a peint montre un de ces personnages qu'il étudie. C'est Diego, une fois de plus, qu'il étudie longuement. Il pouvait faire Diego, mais toute sa vie, tellement il avait l'impression que chaque fois, son frère était différent. J'accélère un peu. Ici, un autre portrait qui est très important, c'est un personnage important pour l'histoire des collections de Giacometti, c'est David Thompson, un homme d'affaires très très riche de Pittsburgh aux États-Unis. Avec son fils, il s'était passionné pour Giacometti, il achetait tout ce qu'il pouvait trouver chez Pierre Matisse, il est venu voir Giacometti. Giacometti ne l'aimait pas du tout, et on voit pourquoi. Regardez ce personnage, regardez ses mains incroyables. On a l'impression qu'il voulait vraiment nous montrer ce bonhomme qui voulait vraiment tout rafler vers lui. L'argent, les sculptures, tout est pour moi. Et en même temps, M. Thompson est très important parce que c'est lui qui a créé la meilleure collection de Giacometti, avec des œuvres surréalistes, les œuvres des années 50, qui plus tard est devenue celle de la fondation Giacometti à Zurich. Alors nous lui devons malgré tout beaucoup. Retrouvons la mère d'Alberto. 6 ans avant sa mort, le tableau est fait à Stampa. Et regardez maintenant comme Alberto, dans peinture aussi, à l'extérieur, il fait un cadre qui est assez sobre, avec quelques lignes, et plus nous avançons vers le centre de la figure, plus les couches se multiplient. Il regarde, il change encore, il change une deuxième fois, il change une troisième fois, jusqu'à ce qu'il ait enfin l'impression qu'une image vibrante se produit de cet être humain qui est présent maintenant dans l'espace. Et c'est cette présence immédiate qu'on voit en entrant dans une salle, par exemple, de quelqu'un qui voulait rendre. Il voulait rendre le moment qui est en même temps éternité, et c'est pour ça qu'il a tellement dû travailler pour pouvoir y arriver. Je vais un peu plus vite maintenant, le portrait d'un grand ami qui était un photographe, Ernst Scheidegger, qui a fait des photos très célèbres d'Alberto. Et là, parlons encore un moment quand même de cette célèbre sculpture que vous voyez en haut. Ce sont des sculptures, ces grands hommes, ces grandes femmes, qu'il a créées d'abord pour qu'elles soient placées sur une place à New York. C'était la Chase Manhattan Plaza à New York. En 1956, l'architecte d'un nouveau bâtiment d'une banque s'adresse à lui. Il souhaite qu'Alberto fasse des sculptures pour les mettre devant ce nouveau bâtiment sur cette place. Alberto crée 4 femmes, 2 hommes et une tête, et toutes ces figures sont en haut maintenant dans la grande galerie du Prado. C'est très rare qu'elles soient toutes ensemble, vraiment très rare. Et Carmen a réussi. Et ici, vous voyez un dessin qui montre un peu ces figures. Et ce qui est important pour lui à cette époque aussi, c'est qu'il veut activer l'espace. Il veut, avec ces personnages, avec l'homme qui marche, au fond, il ouvre un axe dans l'espace. Et c'est très beau de voir cet homme qui marche en face des Meninas, où on a aussi ces 2 Meninas, ces 2 jeunes femmes, dont une regarde, les 2 qui regardent la jeune fille, et puis en même temps les autres personnes qui regardent vers nous. Et aussi qui ouvrent en axe, tout comme le roi et sa reine ouvrent un autre axe vers l'espace du tableau. Ça, c'est quelque chose qu'on peut très bien mettre en rapport. Et ces grandes sculptures, il faut les voir vraiment placées dans l'espace, avec cet espace qui s'ouvre entre elles et qu'elles dominent et qu'elles dynamisent. Ça, c'est un des plâtres originaux dans des hommes qui marchent, tels qu'ils se présentent aujourd'hui. Ici, une des femmes, dont la version en bronze est en haut maintenant, l'original en plâtre, très impressionnant. Ici, un des bronzes que vous voyez en haut, la femme numéro 2. Là, la date est fausse, pardon, elle est aussi de 1960. Ce qui le passionne aussi ici, c'est en même temps, la sculpture est présente de manière autonome,
comme sculpture dans l'espace réel, et en même temps, elle a une qualité d'épiphanie. C'est comme si elle se présentait comme ça devant nous, dans une seconde, dans un moment de perception, et c'est ce que Giacometti a voulu et ce qu'il a réussi à traduire devant cette œuvre-là. Et c'est très très beau de voir ces sculptures entourées de ces grandes peintures du XVIIe, du XVIe, et de voir le travail si différent de ces deux catégories d'artistes, et de voir à quel point l'artiste moderne réussit à donner quand même encore une nouvelle couche, une nouvelle dimension à son art, qui est peut-être plus proche aussi de notre vie d'aujourd'hui. Et c'est une idée audacieuse, mais quand même très belle, qu'a eu Carmen Jiménez d'amener ensemble ces deux mondes. Regardons encore quelques dernières œuvres d'Alberto Giacometti. Ici, nous voyons un portrait de sa femme, Annette, en 1964. Regardez l'intensité de ce regard. Au fond, ce qu'il essayait de faire, c'est qu'il cherchait à donner à ses visages, en sculpture et en peinture, une surface vivante, qui soit vibrante, et qui nous oblige à les regarder longtemps, parce que sinon on ne peut pas voir tous les détails. En même temps, il voulait que la sculpture, que le tableau nous regarde aussi, qu'il y ait ce regard qui franchisse le seuil et qui vienne à notre rencontre. Ici, le visage de sa femme, 2 ans avant la mort d'Alberto, c'est un tableau qui a été réalisé aussi à Stampa, dans le Val Bregaglia. Ici, une dernière fois, Diego, le frère bien-aimé d'Alberto, ici comme vieillard, si on veut, une fois plus avec une grande patience. C'est ce tableau que vous voyez en haut dans la grande galerie du Prado. Vu d'en face, on voit les yeux de Diego, on voit les structures de son visage que Alberto connaissait par cœur. Autour, il y a comme un halo qui se présente, qui donne encore une autre dimension à ces personnages. Et là, on voit vraiment un questionnement ultime, une dernière tentative de capter vraiment la présence d'un être humain, de capter le regard et de donner au fond la présence de ce que c'est l'homme, et de rendre aussi, si on veut, ce que cette présence déclenche dans la perception d'artiste, ce qu'il voit lui intérieurement, cette image vibrante et floue à laquelle il essaie de donner forme dans son tableau. Il est intéressant de savoir qu'après la mort d'Alberto, Diego est lui-même devenu un artiste très, très reconnu. Il a fait beaucoup d'objets, des petites sculptures, des chaises magnifiques, des tables qui aujourd'hui ont des prix incroyables. Il a fait une deuxième carrière, si on veut, mais durant la vie de son frère Alberto, il était avant tout là pour Alberto lui-même. Il travaillait, il l'aidait à faire des plâtres, il aidait à réaliser certains travaux qu'Alberto ne pouvait pas faire lui-même. Et il y a un élément très touchant, c'est que quand Alberto est mort en 1966, en janvier, dans l'hôpital de Coire, en Suisse, de la région d'où il venait, Diego était venu pour le voir une dernière fois. Il savait qu'il y avait une sculpture très importante qui se trouvait encore dans l'atelier à Paris. Il savait que cette sculpture était en terre, et comme il faisait très froid, il y avait le risque qu'elle allait être détruite. Alors, directement après la mort d'Alberto, il prend le train, il va à Paris, il tire en plâtre de cette sculpture. On en a fait plus tard des bronzes, vous en voyez un dans l'exposition. Il retourne directement à Coire pour assister à l'enterrement de son frère. Terminons avec quelques dernières images. Encore Diego, dans une œuvre magnifique que nous pouvons montrer à Zurich, qui est vraiment une œuvre absolument exceptionnelle. Ces plâtres, on ne peut pratiquement pas les transporter. Ici, vous voyez qu'Alberto associe à la sculpture elle-même, qui est en plâtre, de la peinture. Il dessine sur le plâtre. Et en le faisant, il crée, il ajoute à la sculpture le dessin, il ajoute une autre couche encore de momentanéité, de perception à cette magnifique sculpture blanche. Ici, vous voyez maintenant le plâtre original de cette sculpture Lothar, dont vous voyez le bronze dans l'exposition. C'est de la sculpture qui est aussi sur l'affiche de l'exposition. Et ça, c'est le plâtre original qui aussi montre cette couche de protection dont on a besoin pour faire la ponte. C'est une des toutes dernières sculptures d'Alberto Giacometti qu'il a réalisée en 1965. C'est sculpture Lothar II, comme elle est appelée. Une dernière œuvre que je souhaite vous montrer, une œuvre qui est très intrigante. En tableau, on voit un corps de femme en nu, que vous voyez ici, et on voit une grande tête qui est décalée de ce corps, qui est beaucoup trop grande pour le corps aussi. Cette
tête ressemble à la tête de Caroline, qui était sa maîtresse durant ces dernières années. En même temps, elle ressemble aussi un peu à la tête de Diego. Et c'est surprenant de voir que Giacometti crée une sorte d'être qui est fait de deux personnages. D'un côté, un corps de femme, de l'autre côté, une tête qui en est séparée. Et c'est le tableau, au fond, qui unit ces deux structures et qui crée une sorte de chimère en être humain double, une double perception de ce que peut être l'existence. Elle aussi, droite devant nous, le visage droit devant nous, ouvrant un axe vers une éternité, un axe qu'a ouvert ici cet artiste avec ses capacités artistiques exceptionnelles, en ayant travaillé toute sa vie, en ayant toujours l'impression qu'il ne réussissait pas vraiment à faire ce qu'il voulait. Il a toujours de nouveau retrouvé l'art des grands maîtres, il s'est inspiré d'eux, il les a énormément admirés, et il a essayé de continuer là où ils avaient arrêté, de continuer à étudier la présence de l'être humain. Chez lui, ce ne sont pas des empereurs, ce ne sont pas des rois. Alberto est très républicain. Ce sont des gens qu'il a connus, ce sont des amis, sa femme, son frère. Et c'est au fond beaucoup plus important que si c'était quelqu'un d'important ou pas. C'était pour lui de percevoir la présence de cet être humain, et il était seulement heureux quand il avait l'impression que dans un instant, dans une seconde, il voyait tout à coup la présence complètement immatérielle de cet être humain devant lui, en dehors du temps, et quand il réussissait en peu de rendre cette présence inouïe dans le moment de la sculpture et de la peinture. J'espère que ces sculptures et ces tableaux, ces dessins vous ont intéressé. Certains d'entre eux sont très peu montrés, et comme ça j'espère que vous ne les connaissiez pas encore. Et j'espère que j'ai pu vous ajouter quelques idées concernant ce grand artiste qui était Alberto Giacometti. C'est une très belle occasion de le voir en ce moment au Prado, avec un rassemblement complet, très très rare de ces grandes sculptures. Et peut-être vous regarderez encore une fois le tableau de Diego qui est en haut aussi, les petites sculptures qui sont très belles eux aussi. Et surtout, je vous remercie d'être venus. J'espère que vous avez bien pu suivre mes explications. Je remercie encore la traductrice qui a eu vraiment le devoir très très difficile de traduire tout ça très rapidement. Alors merci à vous et bonne soirée à tous. Merci beaucoup.